Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h51. Comme nous vous l'avions promis, c'est l'heure de la revue de la presse un peu plus tardivement qu'à l'accoutumée en raison de cet entretien que nous avons eu avec le président du consistoire Joël Mergui. Une revue de la presse qui est la dernière revue de la presse de l'année 2017 et le Israël Hayom consacre sa dernière manchette, sa dernière une aux évaluations des responsables des services de renseignement militaire israéliens quant aux menaces qui vont ou qui devraient peser sur l'État d'Israël durant l'année 2018. Et pour résumer ces menaces, le Israël Hayom titre ce matin « Les risques d'escalade de la violence grandissent ». Sans sous-titre, le journal nous explique que ce sont ces estimations. Ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni même la Syrie n'ont le moindre intérêt à provoquer une confrontation directe avec Tsahal, mais la probabilité d'une dégradation de la situation à partir d'un événement ponctuel risque d'augmenter en 2017 par rapport à 2018 de manière assez sensible. Conséquence, Israël devra choisir avec précision les cibles contre lesquelles il agira l'année prochaine. Ces estimations et d'autres encore seront débattues demain 1er janvier lors d'une importante réunion de l'état-major israélien. Et le Israël Hayom ainsi que l'ensemble des quotidiens israéliens soulignent pour illustrer cette estimation que vendredi plusieurs roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Elles ont déclenché l'alerte rouge précisément au moment où se tenait dans le village israélien de Kfar Aza, le long de la bordure de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, une cérémonie émouvante à l'occasion du 24e anniversaire d'Oron Shaul, le soldat israélien qui a été tué durant l'opération Bordure protectrice et dont le corps est détenu par le Hamas. Les participants à la cérémonie, plusieurs centaines, ont dû se précipiter vers des abris, mais réagissant à ce développement, les parents d'Oron Shaul ont affirmé que le Hamas ne les brisera pas. Le Yediot Aharonot montre en première page une photo des participants à la cérémonie s'enfuyant au moment de l'alerte rouge. Et le Haaretz lui mentionne en page d'ouverture de son site qu'hier l'armée de l'air israélienne a bombardé en réaction à ces tirs des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a affirmé que les roquettes tirées vendredi avaient été fournies par l'Iran à des organisations terroristes salafistes et Lieberman d'affirmer que le Hamas qu'Israël tient pour responsable de ces tirs, perd de sa force de dissuasion face à ces organisations salafistes qui sont intéressées à une escalade de la violence. Et ces tirs de roquettes nous rapprochent du second événement qui est mentionné ce matin dans la presse israélienne en évidence, les manifestations en Iran, qui sont à la une donc de la plupart des quotidiens israéliens et en manchette du Yediot Aharonot qui titre « L'Iran se réveille » en précisant que cela faisait plusieurs années que l'on n'avait pas assisté à une vague de protestations d'une telle ampleur. Le journal nous montre une manifestante qui se recouvre le visage pour se protéger de gaz lacrymogène lancé par la police iranienne hier à l'université de Téhéran. Les manifestants ont scandé « Mort à Khamenei » et « Nous ne voulons plus de république islamique ». 5 d'entre eux ont été tués au cours donc de ces affrontements. Le Yediot Aharonot souligne en sous-titre que contrairement à Barack Obama qui s'était tué, on s'en souvient, en 2009 lors de la précédente vague de manifestations, cette fois Donald Trump s'est empressé d'apporter son soutien aux manifestants. Le Yediot Aharonot souligne que ces manifestations se sont propagées dans tout le pays. Dans son analyse, Nadav Eyal explique qu'au lendemain de l'accord de Vienne, les Iraniens étaient persuadés que la levée des sanctions allait se concrétiser et que leur niveau de vie allait s'améliorer. Or, il n'en est rien. Et c'est l'une des raisons de ces protestations. La seconde raison essentielle explique que pour sa part, Smadar Perry est liée à l'implication de l'Iran dans la guerre en Syrie. Sortez du Liban et de la Syrie et cessez de financer le Hamas à Gaza sur notre dos. C'est l'un des slogans qui a été scandé durant ces manifestations. Dans le Israël Hayom, Menaché Amir, l'expert israélien pour tout ce qui se rapporte à l'Iran, affirme que cette fois-ci, contrairement à 2009, la protestation est très sérieuse et sa propagation dans plusieurs villes du pays risque de mettre en danger le régime des ayatollahs. Amir explique que les raisons essentielles de cette protestation sont les difficultés de la vie quotidienne, la corruption d'État et donc la politique étrangère ambitieuse de l'Iran. Effectivement, alors qu'en Iran, la rue proteste, l'armée syrienne, elle est épaulée par les gardiens de la révolution iranienne, consolide son emprise sur le sud de la Syrie et désormais elle contrôle 80% du Golan syrien. C'est un titre que l'on peut lire dans le site NRG ce matin, NRG qui explique que les derniers rebelles ont déposé les armes et ont été acheminés par la Croix-Rouge internationale en dehors des zones de combat de cette région. D'ailleurs, le Yediot Aharonot publie une caricature ce matin qui résume cette situation presque paradoxale à laquelle doivent faire face les ayatollahs, pressés de s'imposer comme une puissance régionale, mais qui subissent donc la colère de la rue à Téhéran et donc ailleurs.
Les sites d'information, en particulier les sites orthodoxes, indiquent que c'est aujourd'hui que le gouvernement doit valider le projet de loi visant à permettre à Yaakov Litzman de revenir au sein du gouvernement en tant que vice-ministre de la Santé publique. Il s'agira d'un amendement à la loi fondamentale sur le gouvernement. Et alors que l'on parle d'un retour de Litzman au ministère de la Santé, eh bien sachez que la commission chargée de former le panier de santé publique a publié vendredi les noms des médicaments qui sont subventionnés, qui permettront ainsi de sauver des vies humaines. Il s'agit là de médicaments qui permettront de traiter de nombreuses maladies chroniques, en particulier la dystrophie musculaire et les maladies et les malades souffrant du cancer du sein en particulier. La liste de ces médicaments devrait être validée aujourd'hui par le gouvernement lors du Conseil des ministres hebdomadaire. Les manifestations contre Binyamin Netanyahou ou contre la corruption, choisissez vous-même, se sont poursuivies hier. Elles ont nettement baissé d'intensité. On peut dire qu'il n'y a eu une seule manifestation. Selon le Israel Hayom, quelques centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Tel Aviv sur le boulevard Rothschild hier soir. Et là encore, les médias ont remarqué un dérapage. Après la guillotine de la semaine dernière, c'est une pancarte sur laquelle était écrit « Le traître Netanyahou » qui a attiré l'attention. L'un des organisateurs de cette manifestation, Meni Naftali, s'est démarqué de cette pancarte. Il a affirmé que certains éléments tentaient de torpiller ce type de manifestation. Naftali a d'ailleurs indiqué que la semaine prochaine, la manifestation se déroulera sur l'esplanade du théâtre Habima et non à partir de Rothschild. La loi sur les supérettes permettant au ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, de ne pas autoriser l'ouverture de ces petits supermarchés le Shabbat devrait être votée demain en seconde et troisième lecture par la Knesset, par la coalition gouvernementale. Ben Dror Yemidi, dans le Yediot Aharonot, lui revient sur la lettre de pétition de 70 élèves de classe de terminale israéliens qui ont protesté contre leur enrôlement dans Tsahal et ont affirmé qu'ils refusaient de cautionner l'armée israélienne en servant dans Tsahal et ils refusaient de cautionner l'occupation des territoires en servant dans Tsahal. Ben Dror Yemidi confirme dans son éditorial ce matin que tout Israélien a pu comprendre très vite en lisant cette pétition que ces jeunes étaient encouragés dans leur démarche par une ONG d'extrême gauche. Ben Dror Yemini révèle que le nom de cette ONG est Messarvot, qui est une ONG d'extrême gauche très radicale, si radicale, tellement radicale que même le New Israel Fund, le Keren HaChadasha, refuse de les financer. Cette ONG serait-elle financée par un organisme d'extrême gauche américain. Et puis après les révélations du journal économique israélien Globe sur l'existence au ministère français des Finances d'une cellule formée d'une vingtaine de fonctionnaires parlant hébreu et chargés de vérifier les transferts de fonds de juifs de France de juifs français de France vers Israël et les investissements de ces juifs en Israël, Bercy a démenti formellement cette information, affirmant qu'elle était fausse et qu'il était interdit de se livrer en France à de telles pratiques. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israélien. Il est 8h59 et 25 secondes très précisément. Nous marquons ainsi la fin de cette heure d'actualité qui a été un tout petit peu bouleversée. Et ce grâce à la présence dans nos studios de Joël Mergui, président du Consistoire, avec lequel nous avons longuement dialogué. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.